que je trouve très intéressant, en fait, souvent on voit les gens, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a l'impression de réussite, voilà, on peut se faire beaucoup d'images ou essayer de donner une image et en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est se rendre compte de tout le prix, tout ce que ça coûte et le fait que c'est pas facile, en fait. C'était vraiment le premier produit qu'on vendait. Et donc là, ça a été une joie de me dire, mais finalement, il y a une préconnaissance. Ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, ben, la marque, elle va sûrement trouver sa place. J'avais 40 ans et c'est vrai qu'on est fou. On se dit, mais on se dit, on a l'expérience, on est en pleine santé, puis tant pis, on y va. On y va. Et on y va, mais on ne sait pas que, comme tu disais, il faut 50 000, enfin à ce moment-là, 50 000 francs pour monter une entreprise. On a des rétros, mais on ne doit pas regarder dans les rétros, on doit regarder devant. En termes de recrutement et d'équipe, alors, effectivement, je trouve ça très bien parce que je l'ai même appliqué pour moi-même en tant que dirigeante. Prendre un peu plus le temps finalement et rééquilibrer davantage la vie pro et vie perso. Donc le premier jour de l'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'avec ton mari, vous décidez comment ça se passe exactement? Vous démarrez où? Parce que ton histoire, c'est quoi? Alors en fait, c'est que mon mari, qui aimait tellement les camions, puisqu'on faisait même des fois, il me faisait faire des foires agricoles pour monter dans des moissonneuses, donc Ça, c'est super. et bon, il aimait tout ce qui était gros engins et puis du coup, il m'a donné envie en fait de créer quelque chose, sauf que avant de créer une entreprise de transport, pour ceux qui ne le savent pas, il faut avoir un diplôme et moi, en fait, je me suis arrêtée, j'ai eu 2 BEP, enfin, je même pas en fait, j'ai commencé un BEP comptabilité, puis à ma mère, je lui ai dit: «Non, ça me plaît plus», alors que j'avais des super notes, mais au grand désespoir de ma mère, elle me dit: «Mais pourquoi ça te plaît plus?» Ben, j'ai dit: «J'aime pas ça». Donc j'ai passé un BP sanitaire social et puis je me suis pas réveillée, le matin où je passais le français alors que j'avais réussi déjà tout le reste. Il me manquait que valider le français et j'étais assez forte en français et en fait, je me suis pas levée et bon, ma mère aurait pu aussi être là pour, surtout, enfin comme on fait pour les enfants, moi j'ai poussé mes enfants, hein. Mais d'un côté, je la remercie parce que bon, je suis tombée amoureuse et je devais repasser, en septembre en candidat libre et puis en fait, comme l'été, je suis tombée amoureuse, ben, j'ai rencontré mon mari et j'ai dit: «Bah, en fait, je le passe pas». Donc bon, ça c'est ma mère a été déçue plusieurs fois mais bon et c'est normal, hein, en fait, on essaye de faire ce qu'on a envie de faire sur le moment et quand donc, je me retrouve, sans rien, pas de bac ni rien, et qu'il fallait passer ce diplôme, je me suis dit: «Ouf, ça va être un peu chaud quand même, hein». Donc j'ai quand même je le passe parce que mon mari était chez un petit transporteur qui était sur Bordeaux et il s'occupait du camion comme si c'était à lui et il nous manquait plus qu'à faire les factures. Ça, des factures, je savais en faire, hein, puisqu'au magasin avec mes grands-parents, j'avais appris, et donc je vais me renseigner pour passer cette attestation de capacité et là, bon, c'était un peu chaud. Donc je l'ai passé, en formation, accélérée. J'ai maigri de 5 kilos en 3 semaines parce que je mangeais plus, je bûchais. Ça ne m'était jamais arrivé de me lever avec les yeux vraiment schling à 6 heures du matin pour aller bûcher. Comme quoi, Tout tout peut arrive, hein. arriver, hein. Donc même ma mère ne me reconnaissait pas et donc la première fois, je l'ai raté de, 10 points. Et c'était en plus, c'était un examen concours, c'est-à-dire qu'il repêchait à peu près chaque fois 17. Il fallait qu'il y ait 17 reçus sur à peu près 300 ou 400 personnes. Donc je l'ai raté, il fallait attendre 6 mois pour avoir l'autorisation de le repasser, donc on était obligé de refaire une formation. Bah, j'ai dit: «Entre-temps, je vais passer le permis poids lourd et super lourd, ça doit être plus facile». Donc avec le directeur de l'école, je parie que j'aurai plus facilement le permis que l'examen. Bon, j'ai eu le permis parce que quand on me met un peu des défis comme ça, j'y arrive. Donc j'ai passé permis poids lourd et super lourd et donc je repasse l'examen. Là, je le rate de 3 points et chaque fois, je demandais à voir mes copies à la commission pour voir où je m'étais trompée. Et c'est vrai qu'en classe, on vous dit souvent, il faut relire, enfin, revoir vos examens pour, c'est comme ça qu'on apprend. Mais moi, sur le moment, je disais: «Ils sont nuls, les profs» ou alors ils quand on veut, on peut. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, en fait, vraiment vouloir, bon, là, j'ai vraiment compris parce que c'est vrai qu'il faut le vouloir au fond des tripes pour se dire, hein, il faut le repasser une troisième fois.
Et le directeur de la commission me dit: «Mais vous pouvez l'avoir» parce qu'en fait, tout ce qui était, gestion, parce qu'il y avait une grosse partie de gestion, il fallait établir un compte de résultats, analyser et un bilan, analyser les soldes intermédiaires de gestion et donc moi, je me souviens qu'après mon expert comptable, quand je discutais avec lui, il m'avait dit: «Mais ils veulent quoi? Nous prendre notre, métier?» parce que bon, alors c'est vrai que je discute bien avec mon expert comptable maintenant. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était compliqué de toute la partie gestion, ça allait. Mais il y avait toute la partie réglementation sociale européenne du transport qui était quand même assez complexe. Et là, bon, des fois, je me plantais un peu et puis, il faut connaître 4h30 de conduite, 3/4 d'heure de coupure, avec, 11 heures de repos. Enfin bon, c'est ils se sont vraiment triturés l'esprit pour, inventer des lois comme ça, mais bon. Et au bout de la 3e fois, je l'ai eu enfin et j'ai dit: «Ben, maintenant, c'est bon, on peut s'installer». Bon, ça n'a pas été aussi simple que ça. Moi, j'avais en plus, entre-temps, j'avais quand même un enfant de 6 ans et une petite fille de 8 mois. Parce que quand je l'ai passé la 3e fois, j'étais enceinte et c'est ce qui m'a permis de l'avoir. Parce que je perdais mes moyens, en fait, je me manquais énormément de confiance. Moi, dès qu'on me regardait, j'avais les étages de chaleur. Vous savez, quand ça monte là et qu'on a l'impression qu'on va exploser tellement qu'on tous les yeux sont sur nous et on se dit: «C'est pas possible, on va me trouver laide, affreuse». Enfin bon, j'avais manqué énormément de confiance. Et du coup, là, quand j'étais enceinte, j'ai dit: «Plus rien ne peut m'arriver». Gwendoline, alors toi, tu dis que tu rentres dans une entreprise que tu dépannes au départ, hein, globalement. Globalement, ils te disent: «Il faut quelqu'un qui fasse ça» et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Alors déjà, quand même, je vais faire juste une petite parenthèse et Oula, j'aimerais te remercier pour méfiez-vous. ce moment. J'en profite, on est plus à 5 minutes. Et merci aussi pour ton histoire et pareil, Josiane. Et ce que je trouve très intéressant, en fait, souvent, on voit les gens, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a l'impression de réussite. Voilà, on peut se faire beaucoup d'images ou essayer de donner une image. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est se rendre compte de tout le prix, tout ce que ça coûte et le fait que c'est pas facile, en fait. Euh, et que rien n'est jamais acquis non plus. Voilà. Donc, ceci étant, donc moi, je démarre là. Je m'assois je me souviendrai toujours, je m'assois au bureau. J'ai l'expert comptable qui arrive, qui me tape sur l'épaule, qui me dit: «J'étais ravie de te rencontrer, on va fermer». L'entreprise allait assez mal, en fait. Et je, pour moi, c'est impensable, en fait, cette situation. J'ai du mal à comprendre. Je découvre tout. Tu as quel âge là? J'ai 24 ans. 24 ans. Pas aujourd'hui, Je pense que c'est j'ai pas les larmes de aujourd'hui. la jeunesse, en fait. Hein, c'est pas aujourd'hui que tu as 24 ans. C'est hors taxe. Ah, Hors taxe. T'exagères. En fait, j'ai les larmes de la jeunesse. C'est important. Il y a ce côté un peu, je pense, d'insouciance, ce côté aussi où on a l'impression qu'on est capable de tout. Enfin, quand on a cet objectif-là, c'est comme si tout était Oui. un peu annihilé autour. Donc, je connais rien. Je découvre la touche F1 à l'époque, si vous vous souvenez, pour l'aide sur le RT. Toujours un truc, je comprends pas ce que c'est. F1, et donc F1, c'était extraordinaire. Ça vous donnait l'aide à l'époque. Et donc, j'ai beaucoup lu. Je me suis retrouvée au téléphone avec des gens qui me demandaient des pièces que je ne comprenais pas. Donc, j'ai commencé à lire des manuels d'atelier. J'ai tout fait en même temps. J'ai eu la chance d'être accompagnée d'un homme aussi qui était très compétent, à l'époque DAF, dans une grande société. Donc, le soir, en fait, tous les soirs, il venait m'expliquer ce que c'était la gestion d'une entreprise, des suivis de trésorerie, enfin, des bases, tout ce que je ne connaissais pas. Donc, je travaillais tout le temps, en fait. Tout le temps. J'ai mis la tête dans le guidon. J'ai commencé à me demander comment on pouvait durer, comment on pouvait perdurer. Il se vendait à l'époque 35 € hors taxe de l'heure, ce qui était dérisoire. Comment on pouvait monter en gamme. J'ai rentré les premières marques. Donc, le premier, c'était la marque MTU, extraordinaire. C'est une marque très renommée, en tout cas pour nous, dans nos métiers, qui appartient aujourd'hui au groupe Rolls-Royce. Voilà, on n'avait aucun critère pour qu'ils acceptent. Et en fait, j'ai été très culottée. 24 ans, rien à perdre. Et je lui ai dit, je m'engage. Je m'engage à faire ça, je m'engage à faire ça. Je m'engage dans le délai. Je me suis engagée avec les fournisseurs au niveau des paiements aussi, parce que je n'arrivais pas à les payer. Enfin voilà, j'ai commencé vraiment dans le dur. Et puis, tout s'est lancé. Et puis, je me suis arrêtée il n'y a pas si longtemps que ça, par une amie que nous avons en commun, grâce à elle, Charlotte Carla. J'aimerais en parler parce qu'elle a un peu changé ma vie et ma posture de dirigeante. En fait, beaucoup de choses évoluent grâce à elle.
qui m'a fait pousser à reprendre les études. Mmh. Oui, Et parce qu'elle les a reprises aussi. Voilà, et j'ai repris comme elle, TBS, donc Ouais. métier dirigeant. Et donc, c'est juste à ce moment-là où je me suis arrêtée, donc ça fait pas longtemps, pour voir aussi le chemin parcouru. Et donc voilà. Mais moi, ça a été, comment vous dire, j'ai foncé en fait. Hein. J'ai mis la tête dans le guidon et puis j'ai foncé. Et en fait, personne n'avait de l'argent. Mes parents ne croyaient pas en moi, mes grands-parents non plus. Donc, et alors la banque, normalement, me prêtait l'argent, parce que moi, j'allais du magasin, chaque fois chez mes grands-parents, c'est moi qui allais déposer l'argent, qui faisait enfin, la caisse et tout. Et en fait, la banquière me dit, bon, elle me donne une liste à avoir. J'ai toute la liste, même les bulletins de salaire qu'elle me demandait de mon ancien métier. Et puis moi, je lui dis honnêtement, je dis, mais vous savez, les bulletins de salaire en garantie, ça va vous servir à rien, parce que là, on s'installe, donc on n'aura pas les bulletins de salaire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis allée lui dire ça? Parce qu'elle me dit, ah ben oui, ah ben alors du coup, je ne peux pas vous prêter l'argent. Je lui dis, mais c'est pas vrai, mais des fois, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler. Bon, ben je repars déçue, en colère, enfin, surtout qu'on avait le client. Et du coup, je le dis à mon beau-frère qui divorçait. Je lui dis, tu sais, quand on divorce, hein, il faut quitter le boulot dans lequel on est et il faut tout quitter. La maison, tout. Et du coup, il est venu avec nous. Il avait le permis poids lourd et super lourd. Il est venu avec nous travailler. Et c'est lui qui me dit, bon, ben moi, peut-être que mon ex-belle-mère peut me prêter l'argent. Donc, je suis allée avec son ex-belle-mère à la poste. Elle m'a donné 50 000 francs en espèces dans une enveloppe marron. J'avais la peur de ma vie parce que si je me fais à ce moment-là agresser, j'ai cet argent, je le perds. Et je suis allée vite porter cet argent en dépôt à la banque, en leur demandant combien de temps il faut que ça reste en dépôt, parce qu'il nous fallait un BFR après, parce que pour commencer. Et après, on est allé acheter un camion d'occasion qu'on a eu en crédit bail, où il a fallu qu'on hypothèque notre maison et l'appartement de mon beau-frère. Je lui ai dit, mais vous êtes fous. Un crédit bail, je l'avais appris en plus à ce diplôme-là. Je lui ai dit, un crédit bail, il ne nous appartient pas, il appartient à la banque, vous prenez vraiment aucun risque. Hein. Je lui ai dit, mais vous ne croyez pas en nous, nous on croit en nous, et on y va. Et puis plus ça allait, plus ça me donnait, en fait, personne ne croyait en nous. Et moi, je me dis, mais en fait, moi, si. Et c'est comme ça qu'en fait, on a commencé avec cette peur. Alors, le premier jour, la peur au ventre. Déjà, pour avoir le client, on est monté en Vendée, on a eu une tempête de vent, tous les séchoirs à tabac, c'est couché du côté de Bordeaux, là, entre Bordeaux et enfin, La Rochelle, tout ça. Et on nous a prêté une voiture parce qu'on n'avait pas de voiture, on n'avait pas d'argent. Hein. On a une voiture où les tuiles lors de la tempête sont tombées dessus. Elles ne pouvaient pas tomber sur notre voiture, non, c'est fait sur la voiture qu'on nous prête en plus. Pas trouver de carburant pour monter dans les stations-service, comme il y avait coupure d'électricité, plus de carburant. On avait une voiture qui parlait, c'était une Renault 25 qui disait « Alerte, alerte, arrêt du moteur immédiat », mais je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai dit « Mais on ne va jamais arriver à Vendée ». On s'était levé à 4 heures du matin pour faire la route parce qu'avant, il y avait très peu d'autoroutes sur ce côté-là. On arrive là-bas, le client était en retard, donc tant mieux. Il venait de Paris, l'avion, donc on avait une position de force sur le moment. Et là, le client nous dit, bon, vous commencez tous les deux, mais qui va vous remplacer si vous avez... Et nous, ben, mon beau-frère, qui sera là. Et c'est comme ça qu'on a commencé tous les trois. Ils nous ont fait confiance parce que naïvement, on était là où on a acheté le camion. En fait, on le disait à tout le monde, on va commencer à tel endroit avec tel client. Et là, il y a un copain, enfin, soi-disant copain transporteur, qui faisait pas du tout le même métier que nous entend. Et il a lui aussi proposé qu'il travaille pour ce client. Il voulait nous piquer en fait le boulot. Et c'est le commercial qui a cru en nous, le commercial du camion, qui nous a vendu le camion Volvo, qui nous appelle et nous dit « Faites gaffe parce que là, les transports barreaux, et je les cite parce que c'est les seuls gens à qui je ne serre pas la main. C'est-à-dire que là, il serait là, je lui dirais à vous, je ne vous serre jamais la main. » Et donc,
Il avait dit haut et fort dans le hall de la concession, le camion là, de toute façon, il est pour nous, c'est pas Jimenez qui l'aura. Et donc ce commercial qui nous appelle en disant bon, faites attention parce que voilà ce qui se passe. Et là-haut, le client a dit mais il a fait un prix tellement bas que ça fait peur. Et donc il nous l'a dit lui aussi. Et donc, il nous a donné la chance, hein, il nous a fait confiance. Et du coup, on est reparti. On n'avait pas mangé. On s'est arrêté. C'était 14 heures. On s'est arrêté dans c'est les Herbiers. Je me souviendrai toujours en Vendée. On s'arrête il y avait un petit café. Et là, on boit une bière. Bon, j'ai la tête qui a tourné un peu parce que l'émotion, pas manger, 14 heures, et j'ai dit, c'est génial. Et donc, on téléphone à mon beau-frère pour lui dire quand même que. Et il nous dit, et la voiture, comment elle va? Elle va bien, la voiture, puisqu'elle avait eu la file qui était tombée dessus. Je dis, non, mais tout va bien. On a quand même le client, le contrat. Ta voiture, on t'en payera une autre, hein. Ce qu'on a fait après d'ailleurs. Et donc, on est reparti avec ce. Et le premier jour où on a commencé, on avait, comme on dit, des papillons dans le ventre et une peur parce qu'on débutait en faisant une ligne complète de 24 heures, donc avec le même camion. Donc mon mari faisait la nuit parce qu'il était habitué à faire les nuits et mon beau-frère faisait toute la journée. Donc ce jour-là, ils sont partis tous les deux ensemble. Ils ont fait la ligne complète ensemble. Et moi, j'étais à la maison parce que je gardais quand même les enfants. Et puis, c'est moi qui devais faire les factures et tout. Alors, il n'y en avait qu'une, hein, donc ça va. Ça se passait bien quand même. Mais voilà, et la peur au ventre de commencer et de se dire que est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va nous faire confiance J'avais 40 ans et c'est vrai qu'on est fou. On se dit, mais on se dit, on a l'expérience, on est en pleine santé, puis tant pis, on y va. On y va. Et on y va, mais on ne sait pas que, comme tu disais, il faut 50 000, enfin à ce moment-là, 50 Oui, 000 francs oui. pour monter une entreprise. Et tout, enfin, il y a la gestion, il y a tout un tas de choses, de problèmes et de choses qui se posent, mais on n'y pense pas. Non. Et moi aussi, comme toi, je n'avais pas d'argent parce que je suis partie la bouche en cœur. Je n'avais plus de. On m'a pas rendu mon argent. Enfin, l'investissement que j'avais fait, on ne me l'a pas rendu, donc je n'avais pas d'argent. Et puis j'ai dit, tant pis, qu'est-ce que ça se. Alors c'est très amusant parce que c'est un ancien client qui m'a fait. J'ai découvert ce local à Portée. Je voulais rester du côté de Portée parce que mon ancienne entreprise, en fait, Tissot, ils étaient à Allée de Bellefontaine. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est vers la route de Seyss, vous voyez, c'est dans le secteur, ce qu'on appelle maintenant vers Portée, vers Portée. Donc, je voulais rester là. Et c'est un de mes anciens clients qui m'a dit, viens petite, tu vas voir, je vais te trouver quelque chose. Et un samedi, un 31 décembre 1985, toute ma vie, j'étais attendue à Libourne pour le réveillon. Et je dis, écoute, je viens, monsieur. Bon, donc on a fait tous les bâtiments derrière Portée, derrière Carrefour. Et là, il y avait deux gars qui étaient en train de discuter. Il leur dit, ma jeune amie, là, elle cherche un local, 600 mètres carrés à peu près. Ils se regardent, ces deux messieurs, ils disent, mais c'est pas vrai, on est en train de déménager le nôtre. Ah. Alors, si vous voulez, madame, on vous le fait voir. Et là, je vois un local, 600 mètres carrés, rien, vétuste, mais bon. Oh là là, j'ai dit, je le prends, mais je le prends avec quel argent? Et il m'a dit, écoutez, on va téléphoner au propriétaire déjà, on va voir s'il veut bien. Donc, on me le passe. Et c'était un monsieur qui était quand même très connu sur Portée, le gars qui me recommandait. Il lui dit, écoutez, je vais vous passer ma jeune amie, mais elle va vous expliquer. Alors, je lui dis, voilà, monsieur, je recherche un local, 600 mètres carrés, le vôtre me va très bien, c'est super. Par contre, je n'ai pas d'argent. Bon, eh bien, écoutez, il me dit, vous êtes recommandé, mais je vous fais confiance, madame, vous êtes recommandé, donc il n'y a aucun problème. Le local, il est à vous. Le maintenant, je rentre que début janvier, pas de problème. Eh bien, ok, on a fait affaire comme ça par téléphone. Vous savez, comme les maquignons se tapent dans la mer et puis tchouin. Mais ça, c'est bien. Mais c'était il y a 40 ans. Voilà. Donc, nous avons eu ce local. Et là, j'étais malheureusement toute seule. Enfin, je dis malheureusement, j'étais bien entourée parce que mon mari me soutenait, mon fils aussi, tout le monde le soutenait, mais je suis quand même partie toute seule. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, pas de fournisseur.
J'avais rien, j'avais plus mes fournisseurs. Mes fournisseurs que j'avais chez Tissot, ils étaient quand même tout de même venus me faire la cour, mais il fallait que je les recontacte. Donc j'ai recontacté les fournisseurs et je suis partie, il y avait un salon à Milan, mais je suis partie à Milan découvrir la première fois découvrir un fournisseur, enfin, que l'on avait rencontré avec Stéphane. On avait déjà fait, un petit tour, on était partis tous les 2 à Milan et on avait trouvé, quelques fournisseurs qui ont bien voulu nous suivre parce que là aussi, il faut faire une expo, il faut commander, mais on n'a pas d'argent. Donc il faut faire ce qu'on appelle des crédits documentaires et alors je ne vous parle pas des banquiers parce que Oui. moi, nous, c'est un ami qui nous a prêté de l'argent. C'est un ami qui nous a prêté de l'argent, heureusement, parce que les banquiers, je vous dis, je n'ai même pas besoin de lui dire que, parce que moi, j'avais plus de fiches de paye, j'avais plus rien, hein. Mon mari en avait, mais c'est pas suffisant. Enfin, Non. tu sais, Ah vous non, savez, les dames, ce que ça Ouais. implique. Donc là, il a fallu commander. Donc, il a fallu que les fournisseurs nous fassent confiance. Et c'est vrai qu'on a eu tout de même de la chance, mais il faut savoir que notre premier camion, notre première exposition, on l'a attendu bien 2 mois. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ne nous faisaient pas confiance. Il a fallu que l'on prouve qu'on avait un crédit documentaire accepté. Enfin, ça a été tout un bazar. Voilà, donc je pense que nos débuts, c'est folklorique, mais ça, enfin, j'en ai encore un peu, moi j'ai un petit peu On a inauguré dans un bâtiment qui était vide, en fait. vide, Ouais. voilà. Donc, il y avait un petit bureau. Ma mère, elle l'a pas dit. Je n'avais pas parlé avec ces dames encore, Non. mais elle tient bien le champagne quand même. Et donc, du coup, tous les clients, ils sont pas nombreux. Ils sont venus, il faisait moins 40 dans ce dépôt, Ouais, puisque ouais. c'était l'hiver de février 86. Je sais les pas si vous vous rappelez. Les clients, Et donc, on a mis tout le monde dans le petit bureau de 20 mètres carrés. Mais qu'est-ce qu'on a bu comme champagne? Voilà. Et donc, Non, du mais coup, on c'est s'est quand même réchauffé. Voilà, ça, c'est un moment magique parce que moi, j'y connaissais rien. oui, j'avais invité quelques anciens clients, Ouais. mais je ne pensais pas qu'ils allaient venir. Et alors, entre autres, c'était très amusant parce qu'il y en a un particulier, c'était le Crédit Mutuel. C'était un client historique que j'avais chez Tissot. Et chaque fois qu'on avait une manifestation, lui, ça a été le premier qui est arrivé. Attendez, il faut savoir que on invite, mais on n'avait rien acheté, j'avais rien acheté. Rien acheté. Donc, heureusement, il y avait Carrefour. On voyait les clients arriver. Il y avait Carrefour en face. Heureusement, on est allé acheter à manger. Enfin, et pour boire du champagne, effectivement, ça, il y en avait. Là, il y en avait le champagne, n'a pas été livré. mais on ne s'y attendait pas, quoi. Ils sont arrivés, c'était super. Et là, l'aventure a commencé. Il y a 2 choses qui comptent, en fait. Moi, je veux qu'ils aient foi et confiance en moi. Parce que comme je vous ai dit, quand je commence, il n'y a rien qui va. Que ce soit les fournisseurs, que ce soit les équipes, que ce soit Alexandre, mon associé, qui reste levé, c'est celui qui survit. Je plaisante, je ne serais rien sans lui, quand même. Si vous voulez, ce qui comptait, c'est vraiment qu'ils aient foi, en fait. C'est la foi. Quand vous avez des salariés, il faut qu'ils aient foi en vous, il faut qu'ils croient. Il faut croire en vous. Il faut croire en vous, il faut porter les gens au quotidien. Et donc, moi, c'est sur ça que j'ai travaillé, sur ça que je continue de travailler. Je ne peux pas trop en dire, il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Mais c'est ce qui m'anime, c'est le sens. Voilà, j'ai voulu donner du sens à tout ça. C'est une histoire que nous vivons ensemble, que nous continuons à écrire et qui va continuer d'ailleurs à s'écrire, nous, pour nos 20 ans, le 25 juin. Voilà. J'ai remarqué quand je suis rentrée, on opposait énormément, mais je pense que c'est le cas aussi pour toi, Josiane, et même pour toi, Valérie. À l'époque, on opposait beaucoup la productivité à l'humain, en fait. On ne savait pas le mettre ensemble. Je crois que nous, nos défis, c'est ça, en fait. Ouais. C'est aujourd'hui comprendre que c'est quelque chose qu'il faut allier. Et je pense que le management au féminin, c'est là qui se joue. Il n'y a rien de vraiment différent. On n'a pas de. Non. Mais c'est surtout qu'on a plutôt cette conscience peut-être féminine de l'autre, cette considération de l'autre, et on va allier aujourd'hui, nous, la performance à l'humain. Moi, ça, c'est ma mission. C'est ça. C'est celle que j'ai prise en 2017. Et c'est vers ça, en fait, que je cherche à amener mon entreprise. Et on va être légitime. Oui. Alors, la légitimité, moi, c'est un grand sujet. Oui, voilà. Non, mais Forcément, c'est très c'est un important. très, très grand sujet. Et je crois que grâce à Charlotte, c'est pour ça que les femmes, quand même, et les rencontres, c'est important. C'est Et, important. et, et je, une entreprise et ce que vous pouvez construire en entreprenant, ça se joue avec les gens qui vont vous accompagner, des gens qui vous feront confiance. Et ça se joue aussi comme ça avec parfois des gens qu'on croise, qui vont vous tendre la main, vous donner un conseil. Et c'est surtout saisir des opportunités et oser. Parce que ce que vous voyez là,
C'est les femmes qui ont osé, en fait, quand tout allait contre. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le temps, je suis enceinte. Si vous attendez que tous les voyants soient ouverts, vous ferez rien. Ouais. Donc, en fait, Faut y voilà, aller. allez-y. Si vous avez la foi, la foi, moi, c'est une question de foi plus que de confiance, parce que parfois, il n'y a rien qui va, en fait. C'est vrai. Mais si on y croit. Et après, c'est l'endurance aussi qui est là. Ah, ça. Oui, l'endurance, on en a, L'endurance, sérieusement. Mais je pense quand On même, y pour pense être pas. des femmes dans nos milieux, on est résilientes. Au-delà de l'endurance, oui, c'est la ça, je suis résilience. d'accord. Non, c'est-à-dire C'est vrai. qu'on a encaissé quand même pas mal, on continuera. Mmh. Et c'est ce qu'on en a fait, la transformation. Voilà, c'est ce que vous faites, en fait, de ce que vous vivez qui est important. Parce que, voilà, c'est surtout ça. Hein. Le passé, c'est ce qu'on en fait. C'est la façon, le socle. Hein. Et je pense qu'il y a encore, enfin, chez vous, mesdames, parce que chez nous, c'est. Mais vous avez beaucoup d'hommes, c'est plus difficile. C'est aussi difficile. Là, il faut- Désolé, messieurs. Hein. Daniel est resté déjà, le resté Voilà. de ses équipes, en fait. Voilà. Et ça passe par la technique. Et c'est là Ah où. oui, oui. Absolument, c'est là où il ne faut pas être. C'est C'est là la c'est légitimité. obligatoire. En fait. Nous, on est. Alors, quand on est manager, dirigeant, je pense, déjà féminin, mais quel que soit le milieu, on attend aussi de nous. Je pense c'est ce que je disais tout à l'heure, un inconscient collectif qui pense que la femme, elle va manager d'une façon douce. Voilà, Voilà. c'est ça. Il y a des associations qui se font, Ouais. on en parlait rapidement tout à l'heure, ce qui est complètement faux en fait. La femme n'est pas forcément plus douce ou délicate qu'un homme, elle est peut-être un peu plus juste parfois. C'est ce que je disais. Je pense qu'on a une question peut-être un peu plus de justesse, peut-être une certaine sensibilité, mais sans tomber dans la sensiblerie. Non, oui. Et voilà, c'est peut-être aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, et c'est là où nous, pour moi, nous sommes pivots, où on va aujourd'hui essayer d'amener la performance et l'humain et en faire. On est pour moi, la femme, c'est le lien. Voilà, Voilà. la femme, c'est le lien. Bah, tiens, en 2015, on a repris une entreprise dont les patrons sont partis avec la caisse. Donc, on a récupéré des salariés avec le syndrome de Lazare. Donc, ils étaient d'abord abandonnés. Et pourquoi eux restaient? Et parce qu'on n'a pas repris toute l'équipe quand même. Et donc ça a été très, très compliqué à vivre, mais qui est une belle aventure. Et mon beau-frère et ma belle-sœur, parce qu'entre-temps, il a rencontré une cliente, il est tombé amoureux, et voilà. Mais il en a eu plusieurs comme ça. J'ai failli me battre avec une. Hein. Franchement, avec une fille, une fois, qui nous menaçait, j'ai dit non, mais elle est folle. Elle me dit, je vais arranger ça. Non, là, maintenant, tu n'arranges plus rien, c'est moi qui vais l'arranger. Mais je l'ai plaqué contre la voiture. Hein. À un moment donné, quand on se dit qu'on risque de tout perdre à cause d'une nana qui est jalouse, pas de moi, mais de mon beau-frère, enfin bon, c'était compliqué. Donc, il est tombé amoureux d'une cliente très bien, tout ça. Moi, je lui donne de l'argent, une prime pour qu'elle puisse avoir assez pour pouvoir rentrer dans la société en mettant du capital. Ils sont quand même partis en 2015 parce qu'ils ne voulaient pas qu'on reprenne cette entreprise. Et moi, je dis si, personne n'y croyait, hein, même pas les banquiers. Si, parce que pour nous, voilà, c'est important, on va y arriver. Puis, je ne sais pas, on a trouvé, quand on est rentré dans cette entreprise, on a trouvé de l'humain. Et bon, comme l'humain, ça me parle. Donc, j'ai dit oui à l'humain. Mais j'ai dit non à mon beau-frère et à ma belle-sœur qui ne voulaient pas justement qu'on reprenne cette entreprise. Donc, à ce moment-là, on a doublé notre masse salariale. On a divisé par 2 notre direction, puisque mon beau-frère et ma belle-sœur ne voulaient pas rester, donc voulaient partir. On a notre chef d'atelier qui, à ce moment-là, a vu qu'on était un peu affaiblis, nous a fait du chantage affectif et nous a dit si vous ne m'augmentez pas, je suis fatiguée, il faudrait m'augmenter. Je dis non, ça ne va pas ensemble. Soit tu n'es pas fatigué, tu donnes à fond et on t'augmente, soit tu es fatigué et tu pars. Bon, et donc il est parti. On a dit OK, donc on a dit non là, cette fois-là. Et mon beau-frère, ma belle-sœur, on a dit non aussi, sauf qu'il a fallu quand même leur payer 1 million d'euros. Ils sont contents maintenant, ils ont un garage, c'est chouette, on est clients, parce moi je ne suis pas rancunière. Hein. Mais ils nous ont plantés quand même à un certain moment, mais parce que nous, ils nous demandaient d'arrêter. J'ai dit non, ça c'est pas possible. Donc savoir dire non, c'est dans des moments comme ça où on se révèle, ou quand on est vraiment, je pense, dos au mur, où on se dit, là, on n'a plus le choix, il faut avancer. Et comment avancer ou comment plonger? Parce que des fois, c'est un grand plongeon qu'on fait et puis il ne faut pas se noyer. Et voilà, c'est des moments comme ça qui sont chauds, mais qui maintenant, je me dis,
Waouh! Mais il faut en fait, on ne doit pas les oublier. On ne doit pas vivre avec notre passé. Notre passé, en fait, en fonction de ce qui nous est arrivé, bien sûr que c'est ce qui nous est arrivé, comment on réagit à ce qui nous est arrivé et qu'on avance. Il faut savoir se dire: «Bon, on a quand même gravi des échelons, ça permet d'acquérir, de la confiance et s'estimer davantage». Mais c'est vrai qu'on doit pas on doit avancer et bon, nous, dans le camion, on se dit, «Est-ce qu'on avance?» On a un grand pare-brise et on a des rétros, mais on ne doit pas regarder dans les rétros, on doit regarder devant. Moi, je pense on est sur une génération qui cherche du sens, Oui. en fait. Beaucoup plus. Le Covid a transformé beaucoup la façon de l'appréhension et la façon de voir le travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont on parlait quand tu disais il faut travailler plus, gagner plus, à Sarkozy, c'est fini. Hein. Excusez-moi, mais ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est sur des générations qui cherchent du sens, donc c'est très bien. Hein, c'est très bien. Il faut aussi faire attention. Je pense qu'il va falloir, on est à des tournants au niveau de l'entrepreneuriat pour moi. On est vraiment à un tournant et il faut réussir encore une fois à allier l'ancien temps et le nouveau temps. Et je pense vraiment que c'est là où la femme a son rôle à jouer, par contre. Je garde, moi, en tête qu'on est du lien. On est vraiment ce côté liant. Le côté féminin, pour moi, c'est ça. C'est trouver ce relais entre deux mondes, en fait. Donc, voilà. Moi, je compte sur celles qui arrivent pour faire ça. Merci. Moi aussi. Moi, pour moi, on va être complémentaires. Moi, je vois mes enfants, ma fille a 30 ans, là, elle a pris un tournant. C'est en peu de temps. Alors, je lui ai fait faire des formations parce que c'est vrai que de se former, moi, j'en suis là où j'en suis aussi parce que je me suis formée, j'ai fait énormément de formations et j'en suis presque addict. Parce que quand on commence à se rendre compte qu'on change, et qu'on a appris parce que en fait, des formations, ça nous donne des outils. Et dernièrement, ma fille, elle fait une formation de management et puis elle, au formateur, elle revient et dit: «Ah, tu sais, l'outil, je l'ai mis en place, c'est génial, ça marche». Et donc, je lui ai dit: «Mais c'est chouette». En plus, ce qui est chouette, c'est que les jeunes maintenant sont spontanés. Avant, on n'osait pas dire les choses, on restait dans un cadre, on avait ce côté, les patrons étaient autoritaires, étaient, voilà, plus, dans le côté on fait et nous, on ne se posait pas de questions. Même pour aller se vendre, en fait, on ne savait pas combien on était payé. Et puis pour nous, c'était on va travailler. C'était important d'aller travailler. Alors, le travail est toujours important, mais maintenant, c'est comment. Et ça, c'est important de se dire comment on travaille mieux et pour avoir mieux aussi. Et surtout, pas se tromper d'objectif. Parce que la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est quel est notre objectif? Si on ne sait pas fixer un objectif, on ne peut pas y arriver, puisqu'on ne sait pas. Et des fois, on se trompe d'objectif. On pense que c'est tel objectif, et en fait, c'est à côté. Donc, on va passer de l'énergie à quelque chose qui n'est pas profitable pour nous, en fait. Hein. On va parler après de Madame 2, le nom, hein, le marketing, Ouais, parce que ouais. ça m'intéresse beaucoup. Mais globalement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déclic et tu te dis, ben, c'est mon tour. J'ai pris une feuille et j'ai noté 2 colonnes, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus en quittant les Galeries Lafayette. Ouais. Et je voulais retrouver cet esprit premium, culture d'entreprise, culture client, haut de gamme. Et je ne voulais plus, bon, je vous épargne ce que je ne vous souhaitais plus. Et puis, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que, pour la petite histoire, je suis hyper maniaque du rangement, de la propreté et j'en passe. Je n'ai pas vraiment de réponse. D'accord. Ouais, franchement, j'ai pas vraiment de réponse. Alors, c'est qu'au départ, j'étais plutôt partie sur une idée de grooming, conciergerie privée, assistance privée pour certains clients. Et puis très vite, j'ai dévié sur le personnel de maison. Alors, au départ de Madame 2, si j'ai un instant, il y avait 3 prestations, enfin même 4. Il y avait conciergerie privée, certes, que j'ai très vite abandonnée. Nurse, donc la Madame 2 chargée de garder les enfants. La gouvernante, donc une seule et même Madame 2 qui gardait les enfants et qui à la fois s'occupait des tâches de la maison, et le personnel de maison. Bon, après, j'expliquerai, j'imagine, plus tard où j'en suis aujourd'hui. Mais ouais, vraiment, j'ai pas de réponse. Ça s'est fait naturellement, du coup. Assez naturellement, ouais, assez naturellement. Pour les statuts, tu avais l'avocat. Et Non, c'était pratique. c'était pratique. C'était pratique. Très bien. Pas cher et pratique. Carole,
Alors moi, j'aime bien dire que le début s'est construit sur un échec, un peu comme vous, l'idée de, à un moment donné, d'avoir un plafond. J'étais donc dans un gros laboratoire de cosmétiques, une grande entreprise où je sentais que je n'arrivais pas on va dire, à exprimer complètement mon potentiel dans un environnement très fermé, assez masculin, et où je n'étais pas heureuse. Voilà. Et je sentais bien que j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de sortir de la boîte. Et dans cet échec-là, parce que je le ressentais comme ça à ce moment-là, j'ai pris du temps pour réfléchir, un peu comme toi avec cette notion de liste. Moi, c'était comment je m'imagine dans 2 ans, comment je m'imagine dans 10 ans et dans 20 ans. Et je l'ai écrit en me disant, voilà, alors le cadre idéal, comment je me projette. Et puis ensuite, assez naturellement, cette idée de rester finalement dans mon métier, hein, de Oui, voilà. faire des cosmétiques, de formuler, de vendre des cosmétiques est revenu. Et le pastel m'habitait depuis toujours. J'avais de la biblio, j'avais tout, enfin, voilà, Tu beaucoup de avais livres sur le sujet. Donc ça a été après une continuité. Mais au départ, un vrai échec en se disant, bah, voilà, ma vie ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour la changer et comment chercher un autre chemin. Alors c'est très simple, Coralie de Saint-Martin, Madame 2. Je voulais un nom évocateur tout de suite sur qui parle à ma cible de clientèle, tout simplement. Une clientèle attachée à l'éducation, une clientèle attachée aux jolies choses, à une tradition que j'ai voulu moderniser. Et je suis assez, comment dirais-je, assez tranchée finalement. Soit ça parle, et effectivement, je suis dans ma cible client, soit ça parle pas et je suis pas dans ma cible client, généralement. Et c'est un mot qui n'a rien à voir avec ce que je propose. C'était aussi l'idée d'être hyper différenciante sur un secteur, encore une fois, qui est pas hyper sexy, qui donne pas envie comme ça au départ. Mais ce nom me permet de capter effectivement des super clients et de capter également des super équipes, des super Madame 2 comme on les appelle, puisqu'il y a même une appropriation effectivement du terme Madame 2 pour les salariés. Et il me semble, en tout cas c'est ce que l'on me remonte, que juste avec le nom, effectivement, on comprend tout de suite qu'il y a beaucoup d'éléments qui changent de la normale, de la moyenne, du tradition. Et ça, voilà, ça a une identité aussi moderne pour ce secteur d'activité. Est-ce que c'est du courage d'entrer, de se positionner? Parce que comme tu viens de le dire, hein, ici, il y a quelques entrepreneuses, quelques commerçantes, etc., qui font des choix. Est-ce que ce choix était volontaire de ta part, de dire: «Je vais cibler que ceux qui, en gros, me ressemblent ou ont les mêmes Oui, valeurs que moi»? oui, complètement. Ah oui, complètement assumé. Oui, oui. C'est courageux ça. Oui, Je sais pas, je le qualifierais plutôt d'audace, un peu de provocation. Je suis un peu comme ça. Courage, non, pour moi, c'est pas du courage. Et puis, c'est-à-dire que moi, sur mon secteur d'activité, enfin, on est des milliers à faire la même chose, entre guillemets. Et je ne voulais pas faire comme tout le monde, je voulais pas faire la même chose. Donc, je crois que quand c'est le propre de chaque entrepreneur, on veut chercher des éléments de différenciation, on veut se démarquer et trouver un moyen de. Et le nom en fait partie. Et après, bien sûr, il faut que tout le reste suive sur l'image que j'ai voulu de ce nom, bien entendu. Mais plutôt de l'audace que du courage. Et tu revenais sur des concepts qui existaient avant ou ça existait déjà, tu copiais un système là? Alors, je copie, le ménage a toujours existé. Moi, Ouais. ma grand-mère avait sa femme de ménage chez elle. Et d'ailleurs, c'est très drôle, c'est hyper émouvant pour moi parce que je me souviens parfaitement d'une phrase de ma grand-mère. J'ai vécu chez ma grand-mère, j'ai eu la chance de vivre chez ma grand-mère. J'adorais ma grand-mère. Et elle avait sa femme de ménage. Et puis, bon, j'étais jeune, ado, comme je peux le voir chez certains de mes clients. Et bon, je prêtais pas vraiment attention. Et un jour, ma grand-mère me dit: «Mais enfin, Coralie, tu peux quand même visiter ta poubelle, c'est quand même pas à Laurence de faire ça». Et je me suis dit: bon, ça paraît être une phrase toute simple, toute bête, mais effectivement, quand j'ai créé Madame 2, ça a résonné dans mon esprit
effectivement, c'est pas à Laurence de faire ça. Donc, ça m'a donné, là, pour le coup, peut-être le courage de proposer autre chose sur le respect du métier, sur l'apport du management différenciant que je propose aux équipes. L'histoire, donc comme je l'expliquais un peu en amont, moi, je suis de la team où j'ai besoin de tout maîtriser, en amont pour me laisser, le temps et la place à l'imprévu, finalement, quand on lance, l'histoire. L'étude de marché, je l'ai faite toute seule. J'ai un dossier que j'ai gardé en archive, comme ça, sur l'étude d'une cinquantaine de sociétés de services à la personne, Toulouse et Paris pour ce côté un peu plus haut de gamme et premium qui n'existait pas à Toulouse. Donc j'ai besoin d'écrire, de taper, voilà, d'organiser, de formater. Ça me rassure et puis ça me permet d'avancer plus vite, me semble-t-il. C'est ma façon d'appréhender la chose. Le prévisionnel, bien sûr, je me fais aider par l'expert comptable, bien entendu. Et puis, Réseau Entreprendre aussi. Je suis lauréate de Réseau Entreprendre. Ça a été une fabuleuse expérience que je souhaite vraiment, je conseille à tout le monde. Tu peux en parler un petit peu? Réseau Entreprendre, c'est une association de chefs d'entreprise, entre autres, qui a 2 ambitions. La première ambition, alors bon, bien sûr, le prêt à taux zéro. Donc vous passez devant un jury, donc c'est quand même très, ça peut être assez impressionnant. Vous passez devant un jury d'une douzaine de chefs d'entreprise qui doit valider votre projet, avec un seul objectif, il faut absolument être créateur d'emplois, créateur de salariés. Et deuxième ambition de Réseau Entreprendre, c'est tout l'accompagnement pendant 2 ans que vous avez, grâce à un mentor qui va, vous driver, vous motiver, vous remotiver, donc c'est vraiment fabuleux. Je le conseille à tout le monde. Et ensuite, moi, le principe, alors j'ai pas été moi-même Madame 2, on va dire, même si, comme je l'explique à mes Madame 2, c'est hyper récréatif pour moi de les accompagner en prestation et de les aider, à ma façon pour la formation continue et j'en passe. Mais premier client, premier salarié, deuxième client, ça peut rentrer sur le premier salarié, ça dépend quel contrat, on est, sur la semaine. Mais très vite, je suis montée à 2 Madame 2, 3, 5, 10, 90. On en est où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier, puisqu'il y a eu la crise Covid. Donc on en est à 25 salariés, Ouais. voulus. Et avant Covid, je suis montée à pratiquement une centaine de salariés entre tout. Comment tu trouves tes premiers clients au départ? Essentiellement le bouche à oreille. Dans Madame 2, c'est ça, c'est essentiellement le bouche à oreille, la recommandation. Véhiculer cette image de marque Madame 2, travailler la visibilité, travailler, effectivement essentiellement la marque Madame 2. Créer des ambassadeurs comme j'expliquais à mes encadrants, quand j'avais des encadrants et comme j'explique à mes franchisés aujourd'hui, c'est créer des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi? Pour moi, ma définition, c'est une personne, à qui vous, parlez de votre business, de votre entreprise, votre concept, qui adhère à ce que vous expliquez et qui va en parler tout simplement autour de lui. Et ainsi de suite, vous créez des ambassadeurs que vous choisissez quand même, et ainsi de suite, tout découle assez naturellement. Alors nous, on a deux façons de distribuer la marque depuis le début. Il y a le principe en direct, avec un site internet, aujourd'hui des boutiques. C'était pas encore le cas au début. Site internet, oui. Ça, c'est aujourd'hui, depuis Oui, combien de temps? depuis site internet depuis toujours. C'était un site internet, on envoyait un chèque après avoir demandé. Hein, Ah oui. et oui, c'était il y a presque 25 ans. Et puis, de la distribution chez des revendeurs qui aujourd'hui sont des pharmaciens. Ça n'a pas été au début des pharmaciens parce qu'ils ne nous voulaient pas. Parce que il y a 25 ans, les marques de pharmacie étaient très établies et les nouveaux entrants, c'est que c'était vraiment compliqué de démontrer ce qu'on faisait. Et puis, on avait, je reviens à l'argent, toujours l'argent, hein, on n'avait pas au début assez d'argent pour faire ce qu'on a fait plus tard, c'est-à-dire des tests cliniques pour montrer l'efficacité, des dépôts de brevets, etc. On n'avait pas tout ça. Donc, on est plutôt allé sur des circuits de distribution qui nous acceptaient mieux, des concept stores, des boutiques de cosmétiques naturels, voilà. C'était ça le début. Par contre, les clients, la première, j'ai un souvenir très fort de la première cliente. J'installe les produits, donc on faisait au début, on a évidemment tout fait. J'installe les produits sur des étagères, et puis une dame arrive. Hein. Alors je me retire, on était vraiment en train de déposer la première production
Je monte un peu, je la vois, elle regarde, et puis elle prend un produit, elle dit: «Ça sent bon». Mais je m'approche d'elle en lui disant, «Mais vous connaissez?» Il me dit: «Mais bien sûr, je connais très bien Graines de Pastel». Alors tu peux en l'air de c'est «Ah bon?» et elle me dit: «Mais bien sûr, ma grand-mère utilisait ce produit». D'accord, très bien. Écoutez, et donc je la vois passer, elle m'a payé son produit et c'était vraiment le premier produit qu'on vendait. Et donc là, ça a été une joie de me dire: «Mais finalement, il y a une préconnaissance». Ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, ben, la marque, elle va sûrement trouver sa place puisque déjà, on me dit qu'elle a déjà 50 ans. C'est génial, c'est ouais. Allez, toi, ta première cliente, est-ce que tu t'en rappelles? Alors j'étais en train de m'en souvenir. Alors au début aussi pour la prospection client, le mini countryman que j'avais à l'effigie de Madame 2 m'a beaucoup aidée. Oui. Ah, Oui. Ouais. Et la première cliente, c'était une amie qui a voulu m'aider pour démarrer. Et ensuite, ben, en fait, elle a parlé effectivement en recommandation à 2, 3 autres de ses amis. Ça a été mes premiers clients. Donc, c'était des petits contrats de 3 heures. Alors, j'entends petit contrat entre guillemets, dans le sens où je ne me place que 3 heures minimum par prestation par semaine. Vraiment, la première cliente marquante, elle a flashé sur la voiture, elle m'a appelé tout de suite. Et là, c'était un contrat de 25 heures par semaine. Donc, j'avais la pression quand même, effectivement, de placer la bonne Madame 2, l'avoir bien formée. C'était un peu particulier. Et c'est pas mon premier client, mais une autre anecdote concernant la voiture, où je suis sur l'autoroute et j'ai quelqu'un qui m'appelle. Enfin, sur la rocade toulousaine, quelqu'un qui m'appelle, il dit: «Ah ben, j'ai vu passer votre voiture et ça m'a rappelé que je devais vous contacter». Et c'était trop drôle. Ça, c'est quand même hyper drôle. Est-ce que le fait d'entreprendre, Josiane, on va peut-être commencer par toi pour cette question. Est-ce que ça oblige, dès lors qu'on crée sa boîte, à réapprendre quelque chose en fait? Tu es salarié pendant 15 ans, tu dis, etc., etc. Est-ce que le fait d'avoir le statut direct de numéro un, puisque tu portes la banque, la trésor, les collaborateurs, etc., est-ce que ça t'oblige à réapprendre quelque chose et quoi? En fait, je pense effectivement qu'il faut se remettre en question. Déjà, réapprendre à être seul, parce que là, tu es seul. Parce que tu es venu après, tu es venu rapidement, c'est sûr. Mais au départ, seul. Donc, je me dis comment tu vas faire. De toute façon, déjà, j'avais pas de mobilier, j'avais rien à exposition. Donc, qu'est-ce qui était? Il fallait que je me remette en question, que j'aille voir directement les clients. T'as pas tu as pas tout ce soutien. Tu es quand même dans un peu con quand tu es dans une entreprise. Même si tu vas en fait, prospecter, si tu vas chercher les clients, tu sais que derrière, tu as, pour faire, tu as une équipe. Là, tu étais tout seul. Donc, tu es obligé de apprendre à travailler différemment. Alors, je parlais de réapprendre. Du coup, tu es dans le métier, on va dire, quelque part, hein. Et donc, du coup, après, tu acquiers un statut de leader, de chef d'entreprise, associé, c'est ça? Est-ce que tu es amené à réapprendre? Effectivement, c'est un point très important. Il faut, quand on devient, ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, il faut changer de logiciel parce que, savoir se positionner en tant que chef d'entreprise, c'est très différent. Oui, oui, on est, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je pense que j'ai mis du temps à apprendre parce que je venais pas d'une famille d'entrepreneurs, c'était pas le mindset que j'avais. Et aujourd'hui, je le transmets dans des associations, en centre de mentorat notamment, justement, Ouais. oui, pour essayer, pour dire, être quelqu'un qui permet de dire: «Mais attends, je suis pas ton expert comptable, je suis pas ton ami, je suis pas ton client ou ton fournisseur, mais par contre, tu vas me parler de manière très franche et on va essayer de voir comment transformer. Qu'est-ce que tu es toi? C'est quoi ta posture qu'est-ce que tu veux être par rapport à par rapport à tes clients justement? Comment se comment intégrer ça? Parce que c'est fondamental pour pouvoir faire avancer son entreprise, de savoir, se positionner par rapport à ce nouveau, nouvel environnement. Ce que tu veux dire, c'est que toi-même, tu as pris la posture d'accompagnant, Oui, tu accompagnes les ventes, je c'est ça? transmets parce que j'ai compris qu'il y avait mis
beaucoup de temps avant de devenir chef d'entreprise. Même si dans la réalité, je l'étais. Mais avant d'oser l'être, j'allais dire, ça m'a pris des années. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu l'étais? Bah, ça s'impose à un moment, ça s'impose ou les premières difficultés aussi, parce que finalement la croissance dans le domaine de l'entreprise ça a été assez simple au début. C'était technique, mais c'était mon métier, c'était pas un problème, hein. Et puis il est arrivé un moment où il y a eu ça a un petit peu chahuté, financièrement, et là, là, tu te retrouves dans le dur avec, de la restructuration d'équipe, des choses qui sont super dures à faire, par exemple. Et là, il faut à un moment se dire: «Bon, OK, je trouver sa bonne posture et savoir, rester soi, mais à un moment, être aussi chef d'entreprise, prendre des décisions difficiles». Alors, moi, j'ai pas senti de défaillance sur ce rôle de chef d'entreprise et de stature, du charisme entrepreneurial. Alors, j'ai eu la chance, au Gain Lafayette, j'encadrais déjà des centaines de personnes. Très tôt, j'étais la plus jeune cadre de France, que j'étais cadre à 23 ans au Galeries Lafayette. J'étais un peu propulsée comme ça. J'ai eu une évolution de carrière qui doit, malheureusement, je crois, plus exister aujourd'hui, mais qui était fabuleuse au Galeries Lafayette. J'ai été beaucoup formée en management, en accompagnement d'équipe, et j'ai baigné dans la culture client qu'ont cette image des Galeries Lafayette. Et en plus, en quittant le groupe, je voulais absolument avoir des équipes encadrées. Donc, j'adore ça. Le management, l'encadrement d'équipe, la montée en compétences de l'homme en termes de général, j'adore ça. C'est vraiment c'est même une passion. J'apprécie beaucoup ça. C'est très chronophage, bien sûr, pour ceux qui le savent en ayant des salariés à gérer. Mais j'ai pas senti comment dirais-je, de marche à monter entre passer de ce rôle de salarié où j'étais hyper investie et j'avais déjà, quand vous êtes cadre Galeries Lafayette, dans les petites structures, dans les magasins moyens, parce qu'ils sont classés par catégorie, vous êtes le second en fait finalement du directeur et vous gérez tout. Donc autant l'aspect gestion, chiffre d'affaires, client, opération commerciale, encadrement d'équipe, formation, SAV, litige, incendie, enfin, vous gérez déjà tout, vous éteignez des feux au quotidien. Et ça a été une fabuleuse expérience pour moi parce que il n'y a pas eu besoin de transition. La grosse différence, malgré tout, c'est que C'est que j'ai pas de salaire si je bosse pas. Concrètement, voilà, c'est ça, il y a quand même ça, voilà, il y a une voilà. Et il y a- pression et il y a différente. aussi le fait que la pression peut être ou financière ou Ah, d'autres, mais complètement. ou d'ailleurs peut permettre peut-être de se révéler différemment avec une autre réaction Ah, face forcément, à cette c'est-à-dire, ouais, les Galeries Lafayette, c'était pas que l'argent, quoi. l'objectif et l'ambition, ils sont différents. C'est-à-dire que là, on était entrepreneur, Donc, complètement, enfin, tu lorsque bosses ça a été, là. est-ce que tu as changé, tu as senti une transcendance à un moment donné, lorsque ça a été peut-être plus difficile qu'à un autre moment? Ah si tu veux en venir Non, non, je vais en venir à la difficulté de la vie en général. Honnêtement, non, parce que vraiment, le management et l'encadrement d'équipe, la culture client, c'est des choses que j'adore. J'ai été beaucoup formée, encore une fois, au Galeries Lafayette, sur plusieurs items concernant sur ces points-là. Je me suis aussi quand même beaucoup formée aussi, et encore aujourd'hui. Je pense que quand on est entrepreneur, on est en formation continue sur plusieurs aspects. Bon, là, c'est l'IA, tout le monde en parle, par exemple. Mais moi, depuis 10 ans, je me forme en continu. Et ça aide, forcément. D'accord. Il Quel y a type de formation l'IA, depuis que ça a commencé il y a quelques années, on va dire. Donc, dès les débuts, effectivement, j'ai suivi des formations. Alors, peut-être c'est l'aspect gestion comptable, effectivement, où là, Réseau Entreprendre m'a beaucoup aidé avec mon mentor, où on a même construit les tableaux de pilotage pour suivre la trésor quotidiennement. C'était plutôt cet aspect-là qui me manquait de mon expérience au Galeries Lafayette, par exemple. Donc des formations en ce sens, des formations management de nouveau, des formations prospection client. Toute formation peut être, je pense, j'en suis convaincue, positive pour être plus à l'aise dans son rôle, tout Bien sûr. simplement. Et J'ai l'impression qu'on se forme, nous, par la réalité, par le quotidien. On est les unes et les autres assez curieuses, heureusement, ça nous réunit. Ouais. La formation, ça va être sur des sujets, parce que chacun a son sujet technique, donc
La formation, ça va être plutôt, je pense, l'an dernier, on a les formations sur la partie RSE. La RSE est une composante essentielle de l'entreprise depuis le début, mais on est passé entreprise à mission depuis le juin dernier, avec donc déjà 2 bilans carbone, l'autre actif. Et il a fallu un petit peu plus rentrer dans des... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est une c'est entreprise à mission, Carole? ce que j'allais te demander. Donc, une entreprise à mission, c'est de dire, en fait, de venir inscrire dans les statuts de l'entreprise que l'objectif de l'entreprise, il n'est pas uniquement financier, mais d'accepter l'idée que l'entreprise, elle a un rôle dans la société. Et qu'elle a... Alors, nous, on sait ce qui est une évidence, hein, en réalité. Mais c'est de, en tout cas, venir l'inscrire dans les statuts. Et on est venu inscrire ça pour dire, nous, laboratoire Graines de Pastel, nous nous engageons à ce que à produire localement, à mettre en valeur cette plante locale qui est également sur une surface agricole bio, à mettre tout ça au service de la santé de la peau des femmes à tous les âges et de favoriser toujours l'économie locale. Donc très concrètement, ça veut dire que si demain je ne suis plus à la tête de Graines de Pastel, eh ben, on va toujours pas, ce qu'on a le fait, acheter chinois. On va pas, on va produire localement dans l'usine à côté de Toulouse, garder mon champ à côté de Toulouse. Lorsqu'on fait un partenariat, on en a fait, on est en train d'en faire un pour Noël avec une entreprise agroyer pour faire des très jolies petites trousses en cuir upcyclé. L'an dernier, c'était également des trousses qu'on a pu faire à Gaillac. Enfin, tu vois, on est plein dans cette recherche. On avait de la porcelaine avec petits rebans, qui est une très jolie picture de porcelaine, un guacha qui me permet de masser le visage. C'est d'aller chercher localement et de réfléchir, de réfléchir toujours et également sur leur petit bilan carbone, de pas, c'est tout bête, hein, c'est de dire on va chercher notre fournisseur d'étui à Auch, notre fournisseur d'étiquettes à Carcassonne, parce qu'on va moins consommer, parce que les transports seront plus ça. Voilà, et ça maintenant, c'est inscrit dans les statuts. Et Pérenniser ça. Qu'est-ce que ça a changé, le parce que Covid, par pour vous, rapport là, toi, dans votre métier? Quand j'en parle, j'entends beaucoup de retours assez pessimistes et négatifs dans le sens où on pourrait résumer, les gens s'écoutent, ne veulent plus travailler. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. En termes de recrutement et d'équipe, alors, effectivement, je trouve ça très bien parce que je vais même appliquer pour moi-même en tant que dirigeante. Prendre un peu plus le temps, finalement, et rééquilibrer davantage la vie pro et vie perso. Et c'est vrai que alors moi, ça, j'ai toujours fait au sein de mes équipes. J'ai toujours été très à l'écoute du bien-être au travail et j'ai mis plein de choses en place pour ce faire. Et encore plus aujourd'hui, effectivement. Alors, encore une fois, c'est chronophage hein, quand on encadre beaucoup de salariés. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie aussi. Et puis, il y a des jours où moi, j'ai le spleen, hein, j'ai pas le smile, et c'est pas pour autant qu'il faut ne pas avoir le smile quand même pour les équipes. Donc ça peut être fatigant. Mais Qu'est-ce que tu as mis comme métier en place? alors, concrètement, en termes de management par le sourire, comme j'aime bien l'appeler, pendant le Covid, moi j'étais hyper triste et vraiment très peinée parce que, encore une fois, je pense que vous l'aurez compris, je suis très management, très humain, très proximité d'équipe. Et avant le Covid, on se réunissait toutes les semaines, tous les mois, avec l'ensemble des équipes, où il y avait des réunions boosters, on va dire, qui participaient aussi à la formation et qui participaient au jeu dans le management que j'ai créé. Et pendant le Covid, donc j'étais hyper triste, ça ne pouvait plus se voir, mais cette rupture sociale hein, qui a été imposée. Et j'ai commencé à créer un groupe WhatsApp sur lequel j'ai envoyé des petits défis, des petits challenges, alors qu'on voyait tous sur les réseaux sociaux, en me posant la question de est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va plaire aux équipes? Et elles ont adoré. En fait, c'est des petits trucs hyper simples, des petits trucs, je n'ai pas d'exemple, mais des choses très simples, rapides à faire. Ça permettait de rompre l'isolement, de travailler la proximité avec les équipes à distance. Et finalement, j'ai gardé cette idée-là et j'ai créé ce que j'ai appelé le programme Smile, qui est en fait... Ça t'en fait... tout au long, t'as ça. Et en fait, le programme Smile, c'est quoi? C'est une communauté WhatsApp au sein de laquelle je lance toutes les semaines des défis et des challenges, encore une fois, hyper simples, rapides, rigolos, au sein des équipes, avec d'obligations comment dirais-je, participer, mais 95% des équipes y participent. Et ça permet d'apporter de la couleur tout simplement dans le quotidien, de travailler le smile. Alors, on peut forcer personne
avoir la banane, bien entendu, mais ça y contribue. C'est un mindset, ça contribue aussi à la joie, voilà, de se lever le matin pour savoir pour qui on travaille, revêtir son tablier blanc, son dress noir, cheveux attachés. C'est toute une ambiance, on va dire, toute une culture d'entreprise, une marque employeur. Et la finalité de tout ça, entre autres, c'est que les Madame 2 qui participent gagnent des points, cumulent et gagnent des cadeaux en parallèle à leur rémunération et leurs avantages salariaux. Et moi, de mon côté, ça me permet d'avoir une sorte de baromètre des équipes, c'est-à-dire une météo des troupes. Quand j'ai une Madame 2 qui est, ouais, j'appelle ça comme ça, une météo des troupes, dans le sens où j'ai une Madame 2 qui est hyper participative et puis d'un coup, plus rien. Donc, même si je suis quand même assez proche de mes équipes, que ce soit par WhatsApp, texto, appel ou en physique, je vais prendre un peu plus le temps de l'appeler. Ça va, Amélie, participe plus au Smile, ça vous fait plus rire, faut que je me renouvelle dans mes idées. Et hop, et je recrée un lien différent. Et puis, ça participe, oui, tout simplement au bonheur au travail et dans cette démarche RSE à laquelle j'y suis aussi sensible. Et franchement, je rigole moi-même et je me régale moi-même sur le groupe Smile, d'avoir toutes ces participations. Là, par exemple, depuis le début de la semaine, je leur lance un safari de printemps, comme je l'ai appelé. Elles doivent faire une photo d'un truc que je donne chaque jour et elles gagnent des points chaque jour. Et donc, franchement, c'est hyper drôle, c'est léger, c'est un booster de bonne humeur, comme j'aime bien le dire. Alors, c'est pas si fait que les équipes restent plus longtemps chez Madame 2, mais c'est pas non plus de toute façon ma volonté aujourd'hui, étant parfaitement consciente du turnover qu'on a partout. Mais je travaille l'engagement de cette manière-là, entre autres. Quelqu'un rentrera chez toi. Quelles sont les chances qu'on a et qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour entrer chez toi? Chez vous, pardon. Oui, dans l'équipe. D'abord, souvent, ça se fait. Effectivement, je fais le recrutement, mais après, il y a quand même une concertation. J'aime bien faire ensuite diffuser pour sentir que le lien se crée avec l'équipe déjà existante. Mais moi, j'aime beaucoup la curiosité d'esprit. C'est important. J'ai les personnalités qui se remettent en cause, qui sont curieuses. Donc ça, c'est un point majeur. Et puis, on a souvent, il y a cet esprit un peu sud-ouest, on va dire, les côtés rugby, je dis souvent, je ne recrute pas de princesse, je ne veux pas de princesse dans l'équipe. On fait, on avance, on se dit les choses, je déteste les non-dits, donc je dis souvent, venez me voir, de toute façon, je n'ai pas de moi, donc la porte est ouverte, on est tous ensemble. Mais venez me voir, surtout pas de non-dits. Et je crois que ça, c'est le point qui réunit les unes et les autres, ce sont des personnalités franches, très toulousaines, très on y va, on se passe le ballon et on y va, et on y va. Donc, il y a la partie terrain, on va dire, effectivement, les madames de terrain, et après la partie franchisée, bon, là, c'est autre chose. Mais la partie terrain, donc, c'est moi-même qui fais les recrutements aussi, et je me régale. Vraiment, j'adore ça. Même si pour valider, on va dire, un CDI, l'entonnoir est quand même assez élevé. Concrètement, pour valider un CDI, je vais recevoir 60 CV. Je vais en entretenir, 4. Je vais en tester 2 et je vais en valider 1. Alors, la différence aussi, les éléments différenciants avec la concurrence, c'est que je ne valide pas tous les profils et je suis souvent en flux tendu, mais c'est complètement assumé. J'ai des clients qui attendent, mais comme on attendrait une commande d'un sac d'Omus, c'est pareil chez Madame 2. Et c'est complètement joué et assumé là aussi. Et je préfère prendre le temps pour le recrutement plutôt que placer à la va-vite. Alors, sans dénigrement aucun concernant la concurrence, entre guillemets, mais on n'est pas sur les mêmes process, on va dire. Et moi, même si je suis la fondatrice, la directrice, patati patata, j'ai besoin d'un feeling avec mon équipe terrain. Déjà, il faut qu'il y ait de l'humour pendant l'entretien. Il faut que je sente qu'il y ait quelque chose avec qui je vais pouvoir échanger au quotidien, rigoler. Quelqu'un qui va être investi sur le programme Smile aussi, qui va faire rire aussi la galerie. Mais sérieux, Madame 2, on est très sérieux, mais il faut quand même avoir le sourire et rigoler aussi. C'est assez fun aussi. Et puis, indéniablement, je ne recrute personne qui se dise juste, je ne sais pas quoi faire, par dépit, je vais faire du ménage. C'est pas possible.
Je préfère même recruter des profils qui n'ont absolument rien à voir avec le métier, mais qui se retrouvent sur une appétence des jolies choses, le cadre, la décoration, le service client, puisqu'on va au-delà du simple passage d'aspirateur et de serpillère chez Madame 2. Donc il y a cette culture client, j'aime faire plaisir à mon client et il faut que je sente ça. Alors après, il y a tout un process hyper carré, hyper procédisé, des questions précises, des stades, des pourcentages, enfin, c'est très... et puis après, les tests physiques, bien entendu. Mais voilà, avant tout, il faut quand même sentir un premier film.